Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer des médias subventionnés. On va parler d'actualité, on va parler de la révolution, peut-être, comme Apolline de Malherbe n'osera évidemment jamais le faire. Mais avant ça, n'oubliez pas de vous inscrire sur le club de Géopolitique Profonde. Voilà, j'ai la 18e édition entre mes mains. Rejoignez le club comme Jean-Michel Vernochet, comme Philippe Perlin, comme Pierre Hillard et tant d'autres. 7 jours d'essai gratuits et n'oubliez pas, il ne faut pas avoir peur. Géopolitiqueprofonde.com, la boutique est ouverte. Alors je reçois pour ça aujourd'hui notre ami et confrère Nicolas Vidal. Salut mon Nicolas, peut-être que t'es vachement productif là, en ce moment-là. Bah ouais. Tout le temps, là, tous les trimestres, il y a un nouveau bouquin qui arrive là. Ce pays, à un moment donné, il faut se rebeller. Alors moi je le fais avec des bouquins, tu le sais bien, avec des émissions, mais ouais, bien sûr. Donc ce livre-là est intéressant. Il y a beaucoup de choses à faire en ce moment, il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à dire, mais j'ai envie de te dire que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est la suite logique de ce qui se passe depuis le début du règne de Choupinet Ier. Donc manifestement, on n'en prend rien aujourd'hui. Choupinet Ier, oui, le règne de Choupinet Ier, tout à fait. Ouais. Et voilà, moi, tu vois, j'y réfléchis en ce moment. Enfin, j'y réfléchis parce que c'est notre boulot d'essayer d'analyser ça. Mais ce qu'on vit depuis 7 ans, concrètement, de façon extrêmement épidermique avec Macron, il n'y a rien qui est étonnant. Je me souviens encore des premières émissions que je faisais sur Putsch Live ou des premiers éditos sur RT France. Je me dis aujourd'hui, entre ce que je disais il y a 7 ans en arrière, depuis les Gilets jaunes, pratiquement, et bien aujourd'hui, c'est la suite logique de l'effondrement, du dépeçage de la nation, du vidage de caisse et du dépeçage du pays. Donc voilà, donc ce qui se passe aujourd'hui, on y arrive petit à petit, mais ça s'accélère manifestement ces dernières heures. Là. Alors, voilà. On va en parler tous en entretien, mais d'abord ça, je vais présenter les amis qui sont autour de la table. À ta droite, David Darmon, souverainiste, il a cofondé le club La Concorde. C'est exactement ça. Comment ça va, cher David ? Ça va très bien. Comment va La Concorde aussi ? Très bien, on est beaucoup en contact avec des souverainistes qui nous font remonter leur vision de ce que doit être l'association, de ce que l'on va devoir mettre en place. Et c'est pour ça qu'on est plutôt sur une phase de transition pour bien expliquer qu'encore une fois, ce n'est pas un énième mouvement souverainiste, mais que le but, c'est juste de réunir déjà les mouvements. Donc, on est en train de créer un annuaire où chacun pourra justement trouver les différents mouvements souverainistes. On va essayer de faire un appel où chaque parti souverainiste pourra publier sur notre site, ce qui permettra justement d'avoir une grande visibilité de tout ce qui se fait. Merci à toi, cher David. En face, nous avons Léopold Jimmy, journaliste de terrain. Comment ça va, cher Léopold ? Très bien. Tu as envie de dire des choses aujourd'hui ? Pardon ? Tu as envie de dire des choses aujourd'hui ? Oui, il y a toujours des choses à dire. Voilà. Aussi, tu fais beaucoup de terrain, justement, tu vas pouvoir témoigner parce que tu es là, toutes les manifs, tout ce qui se passe dans la rue. Un petit peu moins depuis 1 an, depuis que je me suis fait quand même casser 2 caméras. Ah oui, c'est vrai que tu es la cible des antifas. Ouais. C'est fou quand même. Ouais. Ouais. Et il est accusé d'être extrême droite. Alors... Parce que le juge qui a eu la dernière fois, il m'a dit... Je crois que c'est à cause de la moustache, tu vois. Ils se sont dit, tiens, c'est d'Artagnan, donc là, il y a de l'extrême droite dans l'air. D'après le juge que j'ai eu la dernière fois, apparemment, j'ai une fatwa par l'extrême gauche. Parce que menace de mort, menace au coup de couteau, voilà. Et j'ai fait condamner plusieurs antifas déjà de la prison. Et un autre, voilà. Tu vas pouvoir en parler aussi. Merci à toi, cher Léopold. Et enfin, notre ami Antoine Guénaud, aussi souverainiste devant l'Éternel. Comment ça va, cher Antoine ? Ça va, écoute, merci de ton invitation déjà. Très plaisir. Je suis très content d'être là pour le livre de Nicolas aussi. Pour en parler, ça va être bien. Puis, très content d'être avec merci à vous, les amis. Cher Nicolas, la tempête, ça veut dire que toi, tu crois que ce qui se passe va déboucher vers quelque chose. Forcément, on le voit bien en ce moment, quand tu n'as plus d'incarnation politique, que tu as un peuple qui roule sur la jante, littéralement, avec un pouvoir, une caste, une véritable caste au pouvoir depuis un certain temps, et pas que depuis Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, c'est le simple parangon de la destruction du pays, mais on se rend compte qu'aujourd'hui, je pense qu'une bonne partie des gens se sont rendus compte, enfin, il était temps que ces gens ne sont absolument pas ni pour nous représenter, ni pour sauvegarder nos intérêts, et en fait qu'il n'y a plus d'incarnation politique dans un pays.
quand tu te dis le matin, eh ben, j'ai voté en 2005, oh, dommage, 2005, pam, allez, hop, référendum, au revoir. Merci, c'était, je le rappelle pour les téléspectateurs, c'est le référendum. C'est traité constitutionnel, on a voté, les Français ont voté à 54% contre, et en 2008, janvier, Nicolas Sarkozy, droite et gauche confondus, congrès de Versailles, sont allés se compromettre en violant la décision souveraine des Français. Ensuite, on a eu tout ce qu'on a eu, les Gilets jaunes, on a eu la réforme des retraites, on a eu toute la crise des agriculteurs, et puis on a ça maintenant. Législative. Oui, législative, ce que j'ai en parlé. Les européennes où la Macronie et les LR ont pris des paires de bouffes électorales, c'était OK Choral. Et puis on s'est rendu compte que Macron, comme il est quand même, je l'ai déjà dit plusieurs fois, il n'est que le parangon et le petit télégraphiste de Bruxelles et des mondialistes. Et ben il s'est dit, je vais quand même pas perdre le pouvoir et je vais nommer Michel Troïka Barnier. Michel Barnier, c'est mon surnom, ça, Michel Troïka Barnier, qui est ancien commissaire européen de reprise, qui a été vice-président de la Commission européenne, qui a été négociateur en chef du Brexit et qui a été en plus, formidable, la boucle est bouclée, il a été rédacteur du groupe Amato qui a fait passer le traité constitutionnel en traité de Lisbonne. Donc manifestement, en Grèce en 2015, il y avait la Troïka a tordu la Grèce, mais nous on n'a même pas besoin que la Troïka torde la France puisque la Troïka est à Matignon, la Troïka est à l'Élysée. Donc pour finir là-dessus ce préambule, quand tu n'as plus d'incarnation politique, tu ajoutes à ça une crise sociale, une crise démocratique, une crise économique, comme ça, mais c'est le cas, un pillage en règle de nos finances publiques, un pillage en règle de nos fleurons, et bien à un moment donné, il y a quand même des Français, même ceux qui sont très éloignés de tout ça, ce que j'écrivais dans mon dernier Lettres aux autruches au tube digestif, il y a des gens qui, quand le frigo est vide, et bien manifestement que le yaourt est vide aussi, qu'il n'y a plus rien, et que les gamins pleurent parce qu'il n'y a pas à manger, j'exagère un peu, mais pas tellement finalement, que les entreprises ferment, délocalisation, on a parlé de Michelin, on a parlé de Goodyear, on a parlé de Mili, on peut en parler comme ça pendant un moment, c'est 250 000 emplois qui vont être supprimés dans les prochaines semaines, selon la CGT, et d'ailleurs pour le coup là, il y a eu une très bonne carte, une cartographie là-dessus que j'invite tous les téléspectateurs à aller voir, et ben tu te rends bien compte que c'est compliqué, 66 000 entreprises qui ont fermé déjà, et puis des TPE qui vont licencier, qui sont en train de mettre la clé sous la porte. Je ne parle même pas de redressement judiciaire, je parle de liquidation judiciaire. Donc en fait, tout le monde en prend plein la gueule, manifestement, et on se retrouve dans cette situation-là. Mais regarde, donc, ouais. Lorsque tu as écrit ton livre précédent, quand tu es venu ici pour en parler, tu étais beaucoup plus pessimiste pour le coup, parce que tu disais, voilà, les gens sont apathiques, on peut leur faire un peu ce qu'on veut, puis ils réagissent pas. Mais là, sur ce livre-là, tu penses qu'il va y avoir une réaction? Quel est le changement? Comment s'est passé ce changement pour toi, intellectuellement? Ben, c'est l'effondrement, absolument, c'est l'effondrement économique, manifestement, c'est sûr. Mais je reviens à l'actualité. Mais tu as vu ce qu'on voit à l'Assemblée nationale? Mais ces gens sont un scandale. Ça fait 50 ans qu'on est comme ça. Hein. Là, on se retrouve avec une motion de censure qui n'avait pas été mise en place, quand même actée depuis près de 60 ans. Et on se retrouve avec des gens qui, leur seul objectif, c'est de connaître la diamètre de la gamelle, la profondeur de la gamelle, pour savoir quelle louche de la République on va mettre dedans. Et la louche est la grande conque dans laquelle, ou la grande casserole dans laquelle on prépare tous ces plats, c'est fait avec notre argent. Je veux dire par là, c'est que maintenant les gens se rendent compte que c'est un véritable cirque, que c'est une honte. C'est une véritable honte, et qu'on se retrouve avec des députés. Alors, je suis désolé de le dire, hein, chers amis, hein, mais il y a quand même une course à la gamelle qui est assez effroyable, avec des gens, je l'ai déjà dit sur Twitter, il y a eu le PLF 2025 qui a été discuté il y a 3 semaines de ça. Moi, je me suis, comme on dit chez moi, enfiaffé sur YouTube les directs. Il y avait un tiers des pélos à l'Assemblée. Mais attendez, je ne comprends pas. On est en train de discuter le PLF 2025, et il y a un tiers des gens, un tiers des députés qui viennent poser leurs fesses, pour pas dire autre chose, sur la banquette rouge de l'hémicycle. Ne serait-ce que ça, c'est un absolu scandale. Ces gens sont déconnectés de la nation, littéralement. Ils ont de généreuses indemnités. Il faut arrêter de nous dire, oui, mais dire ça, c'est du populisme. Nous, c'est la réalité. Les gens ne le comprennent plus. Et en plus, manifestement, on n'a quand même pas l'impression qu'ils soient très assidus. Et c'est les mêmes qui vont aller, peut-être, discuter des jours de carence pour les uns et pour les autres. Qu'est-ce qui va faire que un peuple va se dire, ces gens-là se foutent de notre tronche, on va réagir visiblement de manière plus physique, pour que ces gens partent des assemblées ou de l'Élysée. Quel est le truc? Là, le meilleur exemple que nous avons sous les yeux, c'est les Gilets jaunes. C'est les Gilets jaunes, on en a parlé à chaque fois, mais je veux dire, personne, franchement, en octobre 2018, moi j'étais beaucoup sur les réseaux, comme en tant que journaliste, et j'avais vu que ça commençait, il y avait des vidéos sur les Gilets jaunes, il y avait pas mal de choses, des tableaux de bord et tout, mais jamais on aurait anticipé le fait que, franchement, le 17 novembre 2018, ça allait donner lieu
à une des plus grosses crises et révoltes populaires de notre époque contemporaine. Clairement, ça a été la taxe diesel, mais finalement, ce n'était pas que la taxe diesel. Les Gilets jaunes, c'est la prise de conscience de la dépossession, du déclassement d'une grande partie de la population de gens qui travaillent, donc de travailleurs. Et là, aujourd'hui, pareil. C'est-à-dire que là, la situation, il faut quand même regarder les indices économiques. Je ne vais pas vous abrutir de chiffres, ce n'est pas mon truc, mais entre la situation de la France, ne serait-ce que sur le déficit sur PIB, la dette et notamment l'inflation, en 2018, quand tu regardes les chiffres de 2024, mais c'est plus un effondrement à ce niveau-là. On est au fond de l'abysse, quoi. On est au fond, c'est le Jacques Mayol de la désespérance populaire, quoi. On est tombé très bas, on est en apnée, mais très bas. Et là, forcément, à partir de ce moment-là, les gens qui ne voyaient pas le mur arriver, les gens qui me disaient, moi, tu sais, j'ai un CDI, moi, tu sais, j'ai une maison, je suis tranquille. Combien de fois je l'ai entendu, Mike, ça? Moi, j'ai un CDI, je suis tranquille. Moi, j'ai une maison, je suis tranquille. Chez moi, on dit, je peux écouter pleuvoir. Mais oui, mais non en fait, parce que ton CDI aujourd'hui, il vaut absolument plus rien. On le voit avec, on va parler de droit social ici, mais le droit du travail a été fracassé, la taxe foncière et tout ce qui est charge afférente à la propriété, machin. Donc tous les gens qui se sentaient, comme il y a encore 30 ans de façon légitime, protégés parce qu'ils avaient récupéré un petit précaré dans lequel ils avaient investi et dans lequel ils se sont dit on me le touchera jamais. La réalité aujourd'hui, c'est que ces rapaces, parce que je le dis, ce sont des rapaces, sont en train de venir taper partout puisqu'il va falloir payer leurs errances, pour pas dire autre chose. C'est quand même formidable. Les gars ont ruiné le pays. Bruno Le Maire, c'est 1000 milliards d'euros de dettes. Et ces gens viennent à l'Assemblée, viennent sur les plateaux télé de 6h du matin jusqu'à minuit pour nous expliquer qu'il va falloir faire des efforts et qu'il va falloir se serrer la ceinture et qu'il va falloir... Par contre, au passage, 300 € pour les députés décembre 2023, 700 € pour les sénateurs. Pareil, pour faire face à l'inflation, je ne suis pas sûr de téléspectateurs qui sont imposés à l'IR ou qui sont en déclaration d'impôt. S'ils écrivent à leur DGFiP local, on leur demande « j'aimerais avoir, je sous-signais monsieur machin, j'aimerais avoir un petit abattement pour faire face à l'inflation », entre guillemets, je ne suis pas persuadé que le sens de l'humour, ça va être très approximatif du côté des impôts. Je vais te dire une chose, je suis totalement d'accord avec toi. Après, il y a un événement qui s'est passé, qu'on a tous connu, c'est la fameuse crise sanitaire. Et dans la fameuse crise sanitaire, on a vu tout ce qu'il y avait de plus vil dans l'être humain, dont monsieur et madame tout le monde. Délation, complicité, tout ce qu'on veut. Et je me pose la question, après avoir vu ces 2-3 ans, auprès de chacun de ceux qu'on connaît, quoi. Parce qu'il y a énormément de proches à nous qui ont aussi collaboré avec le système. Je me pose la question, est-ce qu'en réalité, depuis cet événement, on est vraiment peuple, déjà, première chose, et est-ce que depuis cet événement, en effet, les gens n'ont pas tellement la tête retournée qu'en fait, même si demain, on arrive à 10 000 milliards d'euros de dette, que même si on fait comme Sandrine Rousseau nous le demande, c'est-à-dire prendre l'épargne des gens pour rembourser la dette, est-ce que les gens vont pas rester apathiques parce que la télé leur a dit oui mais vous comprenez, c'est pour votre bien et tout. Ça c'est vraiment la question que je me pose. En fait, ça repose sur quelque chose de très simple, c'est-à-dire qu'en fait ces gens-là nous ont menti depuis le début. Il faut se rappeler d'Alain Minc, d'Attali et des autres qui nous avaient promis la mondialisation heureuse. Manifestement, la mondialisation heureuse, c'est pas le projet, quoi. Manifestement. Et à partir du moment où tu promets aux gens la mondialisation heureuse, en les abrutissant aussi depuis 40 ans sur les bancs des écoles, les abrutis totalement, jeux télévisés, séries. D'ailleurs, on regarde, je suis d'ailleurs assez effrayé. J'ai un exemple parce que j'y pense quand je vois le nombre de gamins qui font Halloween dans mon petit village de l'Hérault et que je vois le nombre de ces parents là qui s'amusent avec les gamins, avec les masques et tout. C'est une fête qui ne nous concerne pas, c'est une absolue, c'est le vide intellectuel par définition. Par contre, quand tu vas le 11 d'octobre, le monument aux morts de ton village, ces gens-là, tu les vois plus. Voilà. Donc cet abrutissement généralisé de la population, où on les a gavés comme des oies avec une culture pseudo-américaine d'abrutissement, bien entendu, eux, ils ont cru que, je vais répondre à la question, eux, ils ont misé sur la mondialisation en disant, on leur a dit, vous allez avoir des crédits conso, vous aurez le C4 devant la truc, vous aurez votre petit appartement, vous aurez votre petite maison, vous pourrez partir en voyage avec Ryanair ou EasyJet à l'autre bout du monde parce que ça coûtera pas cher. Mais ces gens se rendent compte qu'on leur a menti. Et donc à partir de ce moment-là, quand le postulat de départ c'était ça, et qu'ils se rendent compte maintenant qu'en fait c'est plus ça, mais que c'est à un moment donné le saccage et le pillage en règle de ce qu'ils ont dans les poches, leur faire les poches, manifestement, ça, et ces gens-là, avec ceux qui te regardent, ceux qui nous écoutent, nos communautés. Les gens qui nous regardent, eux, ils sont déjà dans une phase de citoyenneté. Il n'y a pas de problème. Tu vois, non, mais ce qui est intéressant, c'est que ce que ne se rendent pas compte là-haut, là, Choupinet premier et sa caste, c'est qu'à un moment donné, les gens qui nous regardent, qui font l'effort, qui mobilisent du temps, là, par exemple, pour regarder cette vidéo, qui vont dire, tiens, je vais regarder Maï, je vais PTV, tac, on va se mettre là, je vais passer 1 heure de mon temps. Mais les autres dont je te parle, là, eux, qui n'ont rien prévu, le jour où ils vont plus rien avoir à bouffer, eux, ils discuteront pas.
Eux, Tu crois ils ne discuteront. Ah non. Et c'est ce qu'ils te disent, eux. Ah, ils ne discuteront pas. Est-ce qu'ils te disent, eux, du côté du Languedoc, Ouais. ah bah tiens, Non, ils franchement, les gars là d'en haut, ils m'ont menti sur ce que Oui. c'était le libéralisme. Alors, je vais t'avouer que je n'ai pas fait une enquête à risque interactive. Non, mais tu fais du terrain, donc j'imagine que- mais manifestement, tu as raison, c'est des gens qui ne vont pas du tout discuter. Ils ne vont pas discuter. Par exemple, tu as fait du terrain avec les agriculteurs. Ouais, oui, Qu'est-ce oui, qu'eux oui. t'ont dit? Ah ben là, les agriculteurs, manifestement, là, on n'est pas loin de la fourche. Hein. On n'est pas loin du treuil, de la fourche. Non, mais là, c'est sûr et certain, parce que les agriculteurs, c'est une grosse mèche. Je pense qu'on va en parler. C'est une véritable oui, mèche. C'est une véritable mèche. Et mon petit doigt me dit que dans pas longtemps, les artisans, les TPE vont s'y mettre. Je Mais ne sais pas pourquoi. moi, je vais te D'ailleurs, dire une ça chose. fait tous, Moi- les sujets sont absolument les mêmes. Hein. Pourquoi je te pose Voilà. la question? Ouais. Parce que j'ai reçu aussi ces agriculteurs. Ouais. Ils m'ont fait oui, ils étaient 5 gros colosses derrière moi et tout, il y en a un là. Ouais. Ils m'ont fait ouais, vous allez voir ce que vous allez voir. Ouais. La FNSA, ils ont fait bon, c'est bon. Et puis ils ont fait ah bah c'est bon, je suis désolé. Ouais. Tu Alors vois ça, c'est intéressant ce que tu dis, parce que bon, pour en venir à cette question-là, je pense qu'effectivement, ces gens-là qui sont les autruches et les subjectifs, eux, ils rigoleront pas parce qu'ils vont avoir ce sentiment de trahison qui va être extrêmement brutal. Et dans ce sens-là, ils n'auront plus du tout aucune appétence pour la diplomatie d'aucune sorte. Pour revenir aux agriculteurs, rapidement, en ce qui concerne, ils avaient prévu le Mercosur. Tu vois, et on savait très bien que le Mercosur, ça serait véritablement un cap, ce sera un basculement. Et notamment à Nîmes, il y a 10 jours de ça, 15 jours, il y a eu quand même des affrontements ou des débuts d'affrontements entre des agriculteurs sur la MSA, sur le Crédit Agricole, sur plusieurs banques et tout, et c'était des agriculteurs qui appartenaient à la FDSEA, c'est la FNSEA nationale, d'accord? Et là, on se rend compte qu'à ce moment-là, la FNSEA nationale à Paris, les mecs d'en bas, ils n'écoutent plus, hein. Ils ne les tiennent plus. Donc, à un moment donné aussi, il faut arriver à se rendre compte, et je sais que c'est pénible pour beaucoup, que c'est un temps long. C'est un temps long. On ne peut pas dire demain matin, il va y avoir une révolution. D'ailleurs, moi, je pense qu'à un moment donné, ça ne servirait personne parce que je pense que ça amènera à des excès, et comme toutes les révolutions dans ce pays, comme toutes les révolutions. Donc, je pense que ce n'est pas souhaitable. Mais manifestement, la question qui se pose à nous aujourd'hui, c'est qu'est-ce que proposent ces gens en haut et quelles solutions ils laissent aux millions de Français qui sont actuellement en train de se déclasser et appauvris. C'est toujours le problème, quoi. S'il n'y a plus de réponse politique, s'il n'y a pas d'incarnation politique, à un moment donné, c'est la rue qui finit. Ça finit à la justement, rue. qu'est-ce que proposent aussi les gens d'en bas? Enfin, quand je dis les gens d'en bas, c'est-à-dire les représentants d'en bas, les partis d'en bas, même nous. Qu'est-ce que nous proposons? Parce que on ne doit pas juste être en réaction à quelque chose. Nous, on doit être chacun dans son couloir d'eau. C'est très simple. Et je sais que c'est une question souvent qu'on me pose. Moi, au gré de mes conférences, moi je leur dis, en ce qui me concerne moi, dire que nous, on invite des gens qui vous donnent des grilles de lecture. D'accord? On vous donne des grilles de lecture. Nous, l'engagement média, l'engagement véritable journaliste, c'est d'aller travailler pour vous et de trouver des gens qui vont vous donner des grilles de lecture sur plusieurs sujets, comme tu le fais ici sur GPTV. Donc nous, c'est notre boulot de faire ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça permet aux gens de les réarmer intellectuellement. Je dis bien intellectuellement. Réarmer intellectuellement, parce que l'abrutissement de la population depuis 30 ans, quand je vois ces gamins et les portables, enfin, je suis catastrophé. Hein. On leur vide le cerveau à la louche. Hein. Et les parents, il y a beaucoup de parents qui n'ont toujours pas compris, il va falloir se réveiller les amis, il faut vraiment se réveiller là. Et en fait, nous, notre boulot, pour répondre à ta question très précisément, c'est de l'information et c'est du réarmement intellectuel avec des gens, en fonction de ce que les gens pensent, parce qu'on n'est quand même pas, nous on ne part pas du postulat comme France Inter Bobo, que les gens sont des gros abrutis, des gros cons qui ne comprennent rien. Donc nous, on leur propose, en tout cas moi je leur propose un panel d'invités, libre à eux d'écouter, de lire, d'aller plus loin dans la réflexion et de se refaire leur propre idée. Donc je pense que j'ai la faiblesse de penser, ce soir, que peut-être qu'on essaye on joue notre petit rôle dans la démocratie, dans la citoyenneté. Et après, les gens font bien ce qu'ils ont envie. Non, on le joue. Alors, Voilà. les médias, Toxin, Putsch, Toxin avec qui tu travailles, Putsch, TVL, etc., jouent le rôle. Ça, il faut le dire. Ouais. Pour moi, les partis politiques qui représentent, on va dire, eux ne jouent pas le rôle. Ah ben non. Et ça, je le dis. Hein. Non, mais et même si certains vont pas être contents avec ce que je dis, mais ils jouent pas le rôle. Ben non, je suis désolé. Parce que les manifs, machin, ça va. Mais merci, c'est des PME. Ça va. Ce sont des PME, Voilà, ces gens-là. on est d'accord. Ce sont des PME. Ils ont des plans de financement, ils ont des adhérents, ils ont des clients, des fournisseurs. Généralement, c'est toujours souvent l'Union européenne. Donc ces gens, ils ont un bilan prévisionnel, mais qui ne comprend jamais l'avenir de la France. Ça, c'est intéressant avec eux, parce qu'effectivement, tu l'as dit, tu as des députés
tu prends, les députés reversent d'ailleurs aux partis politiques, il faut le savoir, il faut que les gens le sachent. Voilà, tu mets les députés à l'Assemblée, tu fais les européennes, où c'est extrêmement rentable pour les députés, mais également pour le parti. Donc je passe vite là-dessus. Mais tu as raison, les partis politiques aujourd'hui jouent un rôle, un théâtre d'opérette qui est absolument indigne. Oui, mais pas que les partis du système. Oui. Même les partis dits souverainistes. Je les mets dans le même sac. Ouais. C'est pas mieux, ils sont pas mieux. Moi, je veux dire, je vois pas, à part être en réaction à quelque chose, moi, je connais pas le projet des partis souverainistes. Et je veux pas tailler les souverainistes, je le dis, mais là, ou les partis de la droite, ce que vous voulez. Je vais te répondre là-dessus. Après, je me permets, mais là-dessus, moi, ce que je peux dire sur les souverainistes, puisque je les suis, les Philippot, je les suis, je donne même de la visibilité. Et les Dupont-Aignan et consorts, je trouve que pour le coup là, il y a aussi une partie chez eux. Chacun dans leur rôle, pour le coup, ils sont beaucoup écoutés. D'ailleurs, ils mettent très en avant tous le nombre de followers, le nombre de millions de vues qu'ils font. Donc, eux aussi, alors peut-être que c'est un rôle qui n'est pas dévoyé, mais c'est un rôle finalement qui est un peu ambivalent, qui est un peu apatride. Mais eux aussi, quand tu vois les vidéos de Philippot ou de Astillot ou de Dupont-Aignan, tu te rends compte qu'il y a quand même énormément de vues. Donc là aussi, moi, j'ai la faiblesse de penser que ça permet aussi de structurer les gens. Et tu vois, quand il y a la crise d'agriculture, comme le Mercosur ou autre, ça fait quand même une bombe alpha dedans, parce que les gens se disent, tiens, entre ce que j'ai entendu là et ce qui se passe aujourd'hui, ça sédimente. Mais après, c'est un vrai truc. Et puis, aussi, il faut le dire, à un moment donné, les médias du système, les médias de masse, c'est quoi le temps de parole qu'on donne à ces gens-là? Si on les reçoit, on les prend pour des abrutis, sur les plateaux télé, ils sont hargneux, le traitement journalistique, il est absolument dégueulasse. Et puis, les gros partis, ils verrouillent tout. Voilà. Et on se retrouve dans une classe politique absolument dingue. Donc, il y a une partie de la population qui essaye de voter utile, notamment sur les souverainistes, soit au NFP, soit RN, donc ils votent utile. Ça revient très souvent, parce qu'ils ne voient pas les autres, et parce qu'ils commencent à dire aussi, ça pose le problème aussi de la division chez les souverainistes, parce que la division chez les souverainistes, elle est terrible, dans le sens où, d'une part, ça prête flanc à la critique, parce que les médias diront, regardez, les souverainistes, ils ont fait 0,22. Voilà. Et en plus, donc déjà, d'une, et de deux, les gens qui voudraient voter souverainiste, ils se disent, je ne vais pas les voter, il y a 14 partis. Donc, à la rigueur, je vais voter utile. Donc, c'est un vrai problème, et ça, c'est un vrai problème politique. Voilà. Mais je crois que l'incarnation politique, aujourd'hui, se pose, que je l'ai dit en début d'un entretien, c'est un vrai problème d'incarnation politique, et ça, c'est gravissime. Parce que quand tu n'as plus d'incarnation politique, véritablement, c'est le peuple, c'est eux ou nous, concrètement. Et ça se pose dans ces termes. Et pour un pays comme la France, c'est gravissime, parce que ça, ce que souvent on me le dit, je vais répondre à la question parce que je ne vois pas les commentaires, mais déjà je vais y répondre. On me dit, oui, mais est-ce que c'est pas un plan du chaos? Souvent on me dit, oui, mais c'est un plan. Alors déjà, s'il y avait un plan, encore faut-il que déjà que le haut commissaire au plan, c'est François Bayrou, vous savez, François Plan, là, qui a pris beaucoup d'argent depuis décembre 2020 pour faire un plan qu'on n'a jamais vu. Mais au-delà de ça, si jamais il mise sur le fait du chaos populaire, il se met dans l'œil jusqu'à l'omoplate. Parce que pour avoir suivi les Gilets jaunes, et celui que tu as suivi les Gilets jaunes, dire quand vraiment tu as une manif et que les gens sont excédés, il va falloir qu'ils se méfient de la violence populaire, parce qu'elle est absolument incontrôlable, et ça posera aussi la question d'une partie des forces de l'ordre, si un jour ça part dans tous les sens, et on verra si certains, moi qui connaissons en tant que journaliste politique, j'ai pas mal de sources à droite à gauche, il y en a qui commencent à en avoir à la casquette, et quand on voit le nombre de démissions en police et en gendarmerie, je pense que s'ils jouent la carte du chaos populaire, la bêtise des habits, mais ça on le savait déjà. Voilà. Merci à toi, cher Nicolas. On va passer à la deuxième partie d'émission avec nos amis Nicolas Vidal, La Tempête qui vient. Allez, les annonces. Quand j'étais petit, je lisais dans le rayon BD des grandes surfaces. J'ai pas beaucoup changé. Sauf qu'à présent, je lis la revue mensuelle de Géopolitique Profonde. Qu'y a-t-il dedans ? De l'économie, de la politique et bien sûr nos solutions financières, parce que s'appauvrir arrive très rapidement. On peut vous aider à y voir plus clair dans vos finances. Par contre, pour le reste, il va falloir grandir.